Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Nous sommes le mardi 28 octobre, il est 11h23, nous sommes en 2025 et vous êtes actuellement, si vous nous écoutez en live sur Twitch, mais évidemment vous nous écoutez aussi sur toutes les plateformes, merci de le notifier d'ailleurs. En précisant sur quelle plateforme vous écoutez, mettez des 5 étoiles, ça fait plaisir, ça fait remonter le podcast dans l'algorithme, car sachez que sur Apple Podcast, dans la catégorie humour, nous sommes à la 79e place des podcasts les plus écoutés dans la catégorie humour. Bravo, on peut tous s'applaudir parce que franchement, on est passé de 92 à 79 en l'espace d'une semaine, tellement on charbonne. Allez, on vise le top 10 sur toutes les plateformes, on est invisible sur Spotify, donc s'il y en a qui nous équipent sur Spotify, allez-y les amis, n'hésitez pas à faire remonter le podcast, mais en tout cas bravo à tout le monde parce que putain ça fait trop plaisir de voir que en fait j'ai compris, l'argent du Tipeee c'est pour les autres feats, t'es comme le maire du 8e. Qui dit top 10 dit je sors faire chauffer la carte, n'oubliez pas. Ouais, puis ça c'est vrai, Bilal il a envie de claquer de l'oseille, chacal, garde ton oseille, ça fait plaisir. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, surtout tout le monde le sait, je viens de monter le 2e épisode, il est patate, j'ai trop hâte de vous le montrer parce que là on avait des participants, encore une fois bon délire et tout, mais surtout des intervenants dans la street encore différents de celles et ceux que vous aviez déjà vus, et je pense que ça va être encore plus dur pour vous d'essayer de démêler les cartes. Donc l'épisode sera diffusé dimanche à 18h déjà, et après la prochaine session on l'annoncera la semaine prochaine, mais ou d'ici la fin de semaine on l'annoncera pour le mois de novembre. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer. Et en plus, vous pourrez même voir Jib dans l'image. C'est-à-dire que Jib, le mec, il fait la première émission, l'émission 2, on le voit dans le champ, il est là avec Lucie. Tu vois, comme ça, moi, ça montre que c'est une famille. Le mec, il a joué, il reste quand même pour voir les camarades et ça fait plaisir. On va commencer par le React, voir un petit peu les petits messages qui ont été laissés sur l'épisode 133 de CKR. Je suis dans la place, quoi. Oui, et puis on aura peut-être besoin de toi pour la prochaine session qui sera en novembre. Donc je suis valse. Je te jure, il est partout. On va en parler tout à l'heure. D'ailleurs, il y a Yoya le bordélique qui dit super les vidéos, j'avais pas capté l'ampleur de l'accueil qui avait été fait à Kadhafi à l'époque. Quand on pense à ce qui s'est passé par la suite jusqu'à même aujourd'hui, South Park le bordel, de ouf. Rita Bidon qui dit au top, l'émission monte en puissance, j'ai hâte de voir les prochains lives et rediffusions, bravo pour ce que tu fais et bon courage à toute l'équipe. Merci 1000 fois au nom de toute l'équipe, ça fait trop plaisir, ça nous va droit au cœur. Merci pour le soutien. Nadia qui dit trop bonne idée d'avoir partagé la loi CKR à Émeric Caron. J'espère qu'il pourra aider pour que cette loi existe. Tes cracks soutiennent à fond et je suis sûr que même d'autres qui ne seront pas encore cracks soutiendront. Merci beaucoup déjà Nadia, et ouais, on espère que ça va aller loin. La prochaine étape, je vais en parler à Léoman Dufour et Guiraud. Voilà, ça va être la prochaine étape parce que j'ai des contacts un peu plus directs, même de Logu aussi. D'ailleurs, je crois qu'il me suit sur Insta. Je vais voir un petit peu si j'ai est-ce que j'ai peut-être du PS, mais bon. Voilà, vous connaissez maintenant notre amour qu'on a pour le Parti Socialiste, ce parti de droite. Sébastien, il va grave t'écouter, MDR, c'est un bon de ouf. Non mais sûrement, oui, c'est clair. Dom qui dit « Merci Kevin d'être toujours présent, ma dose de bonne humeur quotidienne. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir et j'espère que tes projets vont cartonner. » Mais ça, tout le monde le sait. Merci Domi. Écoutez, ma foi, j'espère en tout cas vous voir très bientôt soutenir la comédie musicale que je suis en train d'écrire parce que là, je recharbonne dessus à fond. Et j'espère pouvoir aussi organiser pour les cracks une diffusion de mon court-métrage. Le premier court-métrage que j'ai réalisé parce que oui, je stream et je ne fais pas que ça. Donc c'est bien aussi de vous tenir un peu au courant de tout ce qui se passe à côté. Alors, on passe à la petite news HMD, la petite news, alhamdoulilah, celle qui fait plaisir. Salut True Story, installe-toi, bienvenue. Tu peux en parler à Aurélien Saint-Toul aussi, il a bossé sur la commission d'enquête de l'Arcom. Ah oui, bonne idée Saint-Toul, si vous le connaissez, n'hésitez pas. Alors attendez, je crois que ce que je vais faire, je sais pas si sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord d'ailleurs si on peut mettre le lien pour celles et ceux qui le souhaitent. Parce qu'en fait, alors attends, loi proposition, ouais voilà. Je vais vous mettre sur le Discord le PDF de la proposition de loi, comme ça vous pourrez le partager. Donc le Discord, allez-y. Là je l'ai mis, je vais taguer tout le monde.
Le Discord, il vous permet de continuer les CKR toute la journée. Hein. Ça envoie des trucs, ça rigole. Moi, je suis très présent aussi sur le Discord, enfin, à hauteur de ce que je peux. Et franchement... ça fait trop plaisir. Il y a une vraie commu. Là, c'est en train d'organiser un apéro géant. Je suis même plus dans la confidence. Hein. Les gars, ils font ça entre eux, les cracks. Mais en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir prolonger les discussions, etc. Alors, la petite news HMD, toujours l'Algérie, parce que ça va être un peu le thème global, l'Algérie, aujourd'hui. Pour sauver ses forêts, l'Algérie s'est lancée dans une opération d'envergure, planter 1 million d'arbres en 24 heures. Dans 685 communes réparties sur tout le territoire, l'opération à l'initiative du ministère de l'Agriculture, de la Direction Générale des Forêts, de l'association Algérie Verte et de l'activiste écologiste Fouad Mala vise à reboiser les zones frappées par des incendies qui détruisent en moyenne chaque année 20 000 hectares de forêt et de couverts végétal. Bah écoutez, ma foi, j'adore. Je remarque que personne n'a demandé ta présence à l'apéro, nous dit Jules. Effectivement, tout le monde s'en tape le coquillard. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, moi ça me fait trop plaisir en tout cas de voir que vous entendez bien, qu'il y a des débats sains, parce qu'évidemment on peut pas être d'accord sur tout, idem avec moi, hein, mais c'est une belle commu qui se fait avec des gens équilibrés qui savent et discuter et affirmer leur position, et c'est ça qu'on aime. En tout cas, bravo à l'Algérie. Et puis, on espère que l'initiative portera ses fruits, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc c'était bien. Une petite news tranquille HMD qui fait plaisir. On passe au Mezzé tout de suite. Allez, c'est parti. Laurence Ferrari parle d'immigration sur CNews et autant vous dire que c'est naze quand elle s'y met. On va voir ce qu'elle a dit, celle-là. Je sais plus de... Mais c'est marrant parce que moi, je l'ai connue, Laurence Ferrari. Je pourrais même retrouver une vidéo de promo où elle avait accepté de faire la promo de mon émission à l'époque où j'étais chez Canal, Rendez-vous avec Kevin Razi. Et elle avait fait une apparition, c'était un truc un peu absurde, machin, et là, la vrillance, quoi. La vrillance totale. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo parce que, bon, elle est très cool, très gentille, machin. Et là, ça y est, on l'a perdu. Ouais, clairement, on l'a complètement perdu. Attends, je vais mettre rendez-vous Kevin Razi, Canal+. On va voir si je trouve quelque chose. Ah oui, ouais, c'est là. Attends, je vais vous montrer. Bon, évidemment, il y a des pubs avant. Donc ouais, je sais pas comment elle a vrillé au point en plus de ne plus du tout faire du vrai journalisme, mais d'être totalement d'être totalement dans l'opinion. Ça y est, on se prend plus la tête. On décide de juste décréter que c'est comme ça et pas autrement. On décide de se dire que oui, je trouve ça normal de me faire remercier par un lobby d'un pays étranger qui me remercie de mes positions pro-israéliennes. Mais t'es journaliste normalement, c'est pas... Bref, et là je retrouve le truc, c'était une petite bande-annonce décalée, je vous la montre, à l'époque de mon émission sur Canal, quand j'étais dans le système, regardez. Rendez-vous avec Kevin Razi revient en hebdo chaque lundi à 22h30 dans une nouvelle formule. 725 minutes de direct avec 34 invités, 27 chroniqueurs, dans une salle de 84 000 spectateurs. Il traitera l'actualité en temps réel avec Laurence Ferrari comme co-animatrice. Ah mais tout est faux. Ah bon ? Bah moi j'ai lu ma feuille. Ah non mais rendez-vous c'est juste 22 minutes sans chroniqueur avec un invité, on parle de fait de société ou d'actu. T'avais juste un job à faire. Ah ouais ? Ah donc moi c'est mort ? Ah sympa les gars, sympa. Bon, si j'ai bien compris, rendez-vous avec Kevin Razi, c'est le lundi à 22h30 sur Canal+ décalé. Donc vous parlez d'actu, c'est ça. Mais vous avez votre carte de presse ? Bien sûr que non. Fou lui. C'est fou quand même. Hein. Ça fait on a l'impression que c'était il y a 15 ans, tu vois. 15 ans, quand il y avait une émission de gauche sur Canal+, qui décryptait l'actu sociétale et politique. J'ai l'impression que c'est un autre monde. Bref. Ça me fait de la peine. Donc là, ça me fait de la peine de me dire que là, on va devoir la défoncer en plus. Mais en même temps, elle a vrillé. C'est parti. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. C'est ce que nous avons appris ce matin. Alors là, elle fait un... Non, on n'a pas répété. Il y a eu deux prises. Là... c'est la partie édito sur CNews. Vous savez, c'est le moment où Pascal Praud ou Laurence Ferrari, les animateurs principaux de chaque émission,
ont la petite musique un peu stressante derrière là, tu sais, genre ils sont comme ça. Aujourd'hui la France va mal, aujourd'hui la France... Et tu sais, ils font un peu Zarma... Zarma, ils essayent d'être un petit peu verbeux, d'avoir un peu de poésie, de faire parler la plume, mais c'est claqué au sous-sol. Et là, donc, c'est le moment où ils te mettent la pression, tu sais, c'est là où ils disent « La France va mal. Aujourd'hui, un policier caillassé. Demain, le président qui... mettra la Légion d'honneur au racaille. Où sommes-nous » Tu sais, genre toujours des trucs sortis de son fiac, hein. Il a zéro truc et tout, et donc là voilà. Et là c'est parti pour la séquence anxiogène. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. C'est ce que nous avons appris ce matin en voyant le nouveau ministre de l'Intérieur poussé dans ses retranchements par l'excellence de l'interview de Sonia Mabrouk à propos des vrais chiffres de l'immigration en France. Laurent Nunez a affirmé il y a 2 jours sur une autre antenne qu'il y avait entre 200 et 300 000 clandestins sur le sol français. Vraiment, monsieur le ministre ? Des chiffres bien en deçà de ce que disait votre prédécesseur Bruno Retailleau ou encore Gérald Darmanin qui lui parlait en 2021 au même poste de 700 000 clandestins. Non, je ne voulais pas donner de chiffres pour ne pas nourrir de polémique, confie donc monsieur Nunez sur nos 2 antennes avant de lâcher le morceau, mais bien difficilement et après de multiples relances de Sonia, l'estimation d'étrangers en situation irrégulière dans notre pays est bien de 700 000 personnes au minimum, la fourchette extrapolée à partir des chiffres de l'AME allant de 600 000 jusqu'à 900 000 clandestins. Voilà, on est donc passé de 200 000 à 700 000 en moins de 48 heures. Comment voulez-vous croire des gens qui nous dirigent et qui pensent qu'il vaut mieux cacher la vérité parce qu'elle pourrait, je cite, créer la polémique? En fait, le principe, comme le rappelle Bilal dans le chat, des clandestins, c'est qu'on ne sait pas en fait les recenser. Parce qu'il n'y a pas un bureau des clandestins qui viennent. Bonjour, je suis clandestin, c'est possible de me recenser? Les gars, ils sont justement en train d'essayer de se cacher. Ça me rappelle la fois où je vous ai raconté quand il y avait un gars dans le métro qui a eu un malaise et tout. On l'a évacué, tout ça, donné un peu d'eau et tout. Et le mec, il voulait se barrer parce qu'il avait besoin de taffer, tout ça. Et quand on lui a dit, ah oui, les pompiers arrivent, ils aimeraient avoir votre nom et tout, il a dit, non, pas de nom et tout. Donc j'ai envie de te dire, mais... c'est ça la réalité du truc, c'est que les gars ne veulent pas qu'on les recense. Et toi, t'es en train de me dire, oui, on sait très bien, il y en a 700 000. Non mais... il ne faut pas voir ce que l'on voit, il faut encore moins dire ce que l'on sait. Cela fait des décennies que la gauche s'évertue à nier le réel sans s'emparer des sujets régaliens qui sont parmi les principales préoccupations de nos compatriotes. Tout cela est navrant, les Français ne sont pas des enfants, le vieux logiciel qui abreuve nos politiques est bel et bien périmé. Ouais, on va chercher les chiffres de l'AME, là. Bilal nous dit qu'il n'a pas les mêmes, parce que Bilal, je rappelle, hein, qui est très investi politiquement, c'est notre futur président de la République, je vous le dis, voilà. L'AME, c'est environ 450 000 personnes d'après Vie Publique. Non, les Français ont des problèmes bien plus importants. Merci Georges-Alain de Fenech de le rappeler. Je sais pas pourquoi elle a vrillé à ce point-là. Franchement, c'est triste. Depuis quand Nunez est de gauche? Je te jure, ils en ont parlé comme s'il était de gauche. Féti qui dit, faudrait expliquer aussi que c'est l'élimination de Kadhafi par Sarkozy qui a créé ce couloir migratoire fait du vrai journalisme. Alors ça, j'en sais rien, mais en tout cas, la chose qui est vraie, c'est qu'il n'y a pas de vrai journalisme et c'est pour ça que la loi CKR, la proposition de loi CKR, je vous l'ai mis d'ailleurs sur le Discord si vous voulez aller la checker, voire même s'il y a des modos qui peuvent l'épingler, ça nous permettra de pouvoir la diffuser au plus grand nombre. Voilà, si vous voulez la diffuser à des députés auxquels vous êtes proches, nous on a Bilal, c'est notre voilà, c'est dans le chat Bilal ou Nouévé comme vous voulez, c'est notre futur présidentiable. Donc du coup, on sait qui fait le job, mais si vous voulez augmenter les forces, n'hésitez pas. On a changé avec Manuel Valls qui est vexé de plus être dans le gouvernement, tellement vexé qu'il crache sur Macron maintenant. Mais lui, quel sou de mer, vraiment, c'est une sou de mer. Écoutez, on va voir. Vous défendez le macronisme alors? Non, parce que, enfin, moi j'ai appelé à voter Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Il n'y avait pas d'autres choix à ce moment-là. Mais le macronisme. Ah bon, il n'y avait pas le choix de ton parti, le Parti socialiste, et de Benoît Hamon qui avait gagné la primaire et que tu avais perdu et que tu devais normalement te ranger derrière lui et tu ne l'as pas fait?
Mais quel bastardo. C'était la négation précisément de la politique. Ça a été pourquoi c'est la négation de la politique? Mais parce que il s'agissait d'absorber le Parti socialiste ou les Républicains par le débauchage. Ça n'a pas été une coalition. Il aurait... et toi, tu l'as subi en tout état de cause. C'est ça qui est génial. Il est en train de s'en plaindre. Ils ont absorbé le Parti socialiste. Bah toi, t'y es allé, chacal. Apparemment, on t'a pas forcé la main. Pu faire une coalition, et c'est sans doute une grande partie des problèmes viennent de là, en 2022, puisqu'il n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est le message que lui avait fait passer le Français. C'était là qu'il fallait dealer avec LR. Et c'est là qu'il fallait une coalition, évidemment, avec les LR. Et donc, aujourd'hui, les sociétés sont trop complexes, la démocratie est trop en crise pour qu'on ne se dise pas, il faut des coalitions. C'est vrai sur le plan politique, c'est vrai avec les partenaires sociaux, c'est vrai avec les élus locaux. On a nié les corps intermédiaires. Ah oui, donc lui te dit en plus il faut des coalitions avec le LR. Vraiment, la dernière fois je discutais avec des potes et il y en a un qui a dit Manuel Valls, c'est quand même le dernier républicain pour moi, il est républicain. Je trouve que c'est bien, il sait bien ce qu'il fait et tout. Je lui dis pardon, Manuel Valls il est républicain? Pardon? Je lui dis... Tu crois que c'est normal, quelqu'un qui fait alors déjà toutes les trahisons à n'en plus finir, ce tournage de veste, et puis surtout, moi, ce qui m'a choqué à l'époque où on cassait les pieds de Karim Benzema pour son défaut de patriotisme, et il chante pas la Marseillaise, et il a dit qu'il préférait l'Algérie à la France, et ci, et ça, machin, hein, tous les 4 matins, on lui cassait les pieds, et là, on a un gars qui... est élu sur le fil député et qui, au bout de même pas un an, nous lâche ce mandat pour aller tenter sa chance et se proposer à la mairie de Barcelone, donc dans un pays étranger. Et ça, t'appelles ça ça, c'est républicain. De quitter un mandat, hein. De quitter un mandat que t'as galéré à avoir, même où il y a eu beaucoup de contestations, de votes chelous, etc. Tu quittes ce mandat que t'as galéré à avoir et qui aurait pu faire plaisir à la personne qui était en face. Parce que la personne en face, je sais plus qui c'était une nana, elle s'est démenée aussi. Elle l'a pas eu. Et résultat des courses, tout ça pour aller dans un pays étranger pour tenter ta chance, pour au final te faire vraiment retourner comme une crêpe et revenir la queue entre les jambes et espérer que Macron te mette dans son gouvernement. Et pire, c'est qu'en plus, t'as réussi à revenir, quoi. Et ça, c'est un exemple d'être républicain. Parce qu'en fait, j'ai cramé. Hein. Les gens ils disent républicain dès lors que tu parles de laïcité et que tu tapes sur l'islam. Pour eux, t'es républicain. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça d'être républicain. Rien à voir. Rien à voir. La laïcité, ils ne savent pas la décrire. Et en plus de ça, t'oses dire, ouais, ils sont républicains. Je vous rappellerai cette phrase de Gaston Menerville, je l'adore, qui dit, il n'y a plus de république quand le pouvoir ne s'impose pas à lui-même le respect de la loi. Et je pense qu'il n'y a plus de république depuis longtemps dans notre pays. Faut vraiment plus le ramener en politique. Ce chacal, il me rend ouf. À 2 doigts de soutenir Bardella pour pouvoir retrouver un poste. Hein. Lui, il serait capable. Et on ose me dire qu'il est comment ça s'appelle républicain. Non mais n'importe quoi. Le gars bouffe à tous les râteliers sur le Telegram. Marie-Lise qui dit lui, il veut bien coalitionner avec tout le monde. C'est son programme politique exclusif. Frédéric qui dit un traître restera toujours un traître. Nour, PSG qui dit retourne en Espagne, mec. Et Courgette masqué qui dit il n'a vraiment aucun honneur. Voilà comment je le vois, c'est exactement ça. Aucun honneur. Il dira que Bardella est le meilleur représentant de la gauche, je te jure. Le meilleur espoir de la gauche, c'est pour moi, c'est Jordan Bardella. Delormeau qui est chroniqueur de Tout Beau Tout Neuf sur W9, l'émission de Danouna. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas comment ça marche et tout. Faudra demander à Florian. Et quelle est la source pour savoir un petit peu comment ça marche, parce que je vous rappelle que c'est un grand journaliste média, Florian. Il a manqué une occasion de se taire. Pourquoi ? Parce que il a fallu que ça vrille sur l'islam. On va regarder ça tout de suite. Alors, pardon, je suis un peu prétentieux, mais Gilles, un peu d'histoire. La France, depuis 2000 ans, n'est même pas judéo-chrétien et chrétienne, et plus exactement catholique. Il y a 38 millions de chrétiens. C'est bien de le rappeler. Il y a 38 millions de chrétiens, il y a 29% de catholiques en France. Une fois qu'on a dit ça, parlons de la laïcité. Moi, je n'ai aucun problème avec toutes les autres religions,
9% notamment pour les musulmans. Je n'ai aucun problème avec les religions, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Sauf que, si on parle de la laïcité, je veux qu'elle soit appliquée de la même manière pour tout le monde. Ça veut dire que si un film chrétien, catholique est interdit au nom de la laïcité, j'aimerais que la laïcité soit imposée à tout le monde. Et j'aimerais savoir, moi, te poser une question. Pourquoi, quand je vais à Marseille, éventuellement, et j'y suis allé il n'y a pas longtemps, sur la plage, toutes les femmes sont voilées. Si, pardon, je l'ai vérifié, j'ai pris des photos. Toutes les femmes. Toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de demi-mesure et tout. Toutes les femmes à Marseille sont voilées. J'ai pris des photos. Voilà, c'est comment il affirme. Toutes les femmes sont voilées à Marseille. Voilà. Franchement, c'est fatigant. Et c'est vrai que tout le take judéo-chrétien qui nous bassine, il nous bassine avec depuis plusieurs semaines / mois dans les médias français, a été débunké moult fois par des historiens ultra basés. Donc, c'est quoi voiler? C'est quoi voiler? Porte un voile. J'ai le droit, c'est pas le débat. Je te dis que c'est pas le débat. Je te dis que la laïcité, je veux le débat. Je veux la même. Mais fais gaffe, Mathieu, t'es en train de dire n'importe quoi. Mais oui. Mathieu. Il dit je veux la laïcité pour tout le monde, mais tu te plains du fait que tout le monde porte un voile? Où le rapport? Mathieu, franchement, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. La plage, c'est un espace. Il n'y a aucun rapport. La plage, c'est un espace public. S'il vous plaît. J'aimerais qu'on vienne au sujet. Je veux bien. S'il vous plaît. Alors, bravo Géraldine, s'il a dit pas. Je préférais quand il était soucé. Non mais n'importe quoi. Franchement frérot, lâche l'affaire. T'étais en dépression, la télé, ça t'a vraiment c'est. Et ça c'est genre la définition du divertissement, de la fin des dérapages, de TBT9. Ça y est maintenant sur W9, c'est une nouvelle formule, c'est un nouvel. Frère. Non mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'il a dit? Non mais je te jure, il cherche une carte de visite pour Bolloré, je te jure. Il a confondu les voiles avec les parasols. Non mais sûrement, il était sous quelque chose. Marie-Lise qui nous dit dans le décret CKR, on peut pas rajouter que lorsque tu ponctues tes phrases par pardon après chaque syllabe prononcée, c'est que tu sais pertinemment que tu vas dire une grosse merde et que tu as conscience de ta parole problématique. Sanction encore plus lourde, la vérité, c'est tellement vrai. Pardon. Excusez-moi, pardon, mais on le voit bien dans les écoles qu'il y a tout le monde, toutes les filles qui portent des... Pardon, elles portent toutes des abayas. Non mais c'est vrai, le pardon. Oh, putain, c'est trop vrai, Marie-Lise, c'est vraiment ça. Mickey qui nous dit la coke c'est dur, Linda qui dit non mais le rapport il est ridicule, Ayman qui dit c'était pas censé être une nouvelle émission juste de divertissement sans polémique raciste, allô l'Arcom, je te jure. Congelette Pasquet qui dit quand c'est Géraldine qui te reprend c'est que vraiment t'as dit de la merde, MDR, non ça c'est vrai. Si c'est Géraldine Maillet qui te dit que là tu dis n'importe quoi, waouh, sur ce sujet là, waouh, c'est que vraiment là Chacal là c'est que c'est même pas t'es du mauvais côté de l'histoire là, c'est que carrément tu n'es pas dans le livre, tout simplement. Lydie qui dit mais quelle nullité cette émission de débile. Ouais bah en fait en tout cas on voit que ça a pas changé sur cette partie là. Ah tiens, un petit rappel qui fait du bien. C'est sur le. Alors attends, je vérifie parce que ça se trouve ça c'est quelque chose que j'ai mis en miel. Je vais juste vérifier. Ah non pas du tout. Un petit rappel qui fait du bien sur le Rassemblement National au cas où on aurait des doutes. Certains ont l'impression que c'est limite à devenir un parti socialiste et tout machin. Alors là j'ai plus le nom du député. Ça date du 25 octobre 2023, donc on est quand même à quelques jours, une dizaine de jours après le massacre du 7 octobre, et le RN s'était érigé en défenseur de la cause juive israélienne pour pouvoir taper sur les musulmans. Et c'est intéressant de voir quelqu'un d'ultra basé rappeler les faits. C'est parti. On se pince le RN antiraciste. Nous venons d'entendre que le Rassemblement National se présente maintenant comme le parti de la défense des Juifs et de l'État d'Israël. Il a été fondé le RN par des membres d'Ordre Nouveau, et que le président de votre mouvement avait déclaré que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Parce que la posture, elle est aussi en matière de protection sociale, parce que vous êtes le grand parti de la protection sécuritaire sociale. On va rappeler quelques éléments. Le projet de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, vous avez voté contre. L'augmentation du SMIC, vous avez voté contre. L'indexation des salaires de l'inflation, vous avez voté contre. Le gel des loyers, vous avez voté contre. Merci. Le rétablissement de l'ISF, vous avez voté contre. Une taxe sur les super-profits, Jordan Bardella a voté contre. Une garantie d'autonomie pour les jeunes, vous avez voté contre. Revaloriser les minima sociaux, vous avez voté contre. Revaloriser les salaires des fonctionnaires, vous avez voté contre. Il est où le parti de la protection sociale? C'est vous? Donc ça suffit. Les leçons de protection, vous n'en avez ni les compétences, ni les capacités, ni la volonté.
D'ailleurs, votre modèle, Giorgia Meloni, en Italie, elle a fait la démonstration de son incompétence en matière migratoire. On allait voir ce qu'on allait voir. Eh ben, on a vu, il ne se passe rien. Et à la fin des fins, la guerre des civilisations, ce n'est pas à nous qu'elle profite, c'est à vous. Et on comprend bien pourquoi vous voyez toute la vie sociale, toute la vie économique, toute la vie politique par le prisme de la radicalisation. La France, vous avez voté contre. Parce que c'est un business. Alors, monsieur Odoul, on peut aimer les siens sans haïr les autres. Oui, bravo. Trouvez-moi le nom de cet homme. Mettez-lui la Légion d'honneur, la vraie. Je sais pas qui c'était, mais alors là, il a dit les termes en direct de la station thermale. Le chacal a été puissant. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Mais si, c'est vrai. Ça fait du bien de le revoir. C'est une vidéo qui date, mais ça fait 2 ans. Mais ça fait du bien. Ah oui, n'oubliez pas, mardi 28 octobre, 11h49, pour celles et ceux qui sont au chôme dû, c'est le moment de réactualiser pour être dans les premiers. Normalement, vous serez payé le lundi 3 novembre. Ouais, c'est un peu tard, mais c'est parce qu'il y a des jours fériés entre-temps. Sûrement une gauchiasse pour certains. Les gauchias, on n'en peut plus. La France un sous-merde. Leïla qui nous dit alors là tout est dit, bravo, je ne sais vraiment pas pourquoi ni comment des gens sont encore persuadés du bien fondé de ce parti. Bah c'est Dieu God bless les médias qui appartiennent à des milliardaires d'extrême droite tout simplement. Fetty qui dit la grande escroquerie du RN, se faire passer pour le parti du prolétariat alors qu'il est l'outil des élites financières. Ce qui est triste, c'est qu'une grande partie des pauvres se fait manger le cerveau avec l'islam, ouais, malheureusement. Caroline Yadan, députée française, dit vouloir blanchir Israël. Députée française, hein, je le rappelle. Ça va se calmer, de remettre les pendules à l'heure et de réaffirmer les mensonges d'abord, de mettre le doigt, comme l'a fait d'ailleurs Caroline Fourest très très bien. Enfin, Déjà, quand tu cites du Caroline Fourest et que tu dis très très bien, on voit que, voilà... On voit que t'es limité, que t'es pas du tout dans la bonne équipe, que les refs ne sont pas bonnes. Hein. Là, les références, je peux pas vous embaucher, madame. C'est absolument magnifique ce qu'elle a fait là sur LCI hier, de redire que nous avons assisté à un mensonge continuel pendant 2 ans qu'a duré cette guerre à Gaza, et que ce mensonge-là émane de la propagande islamiste et de la propagande islamo-gauchiste, et que c'est à nous, en fait, de rétablir la vérité des faits et l'authenticité de ce qui s'est réellement produit. Et je pense qu'au fur et à mesure, on pourra le faire, j'espère en tous les cas, un peu moins difficilement, voire un peu plus facilement qu'hier. Alors attends, je remets. Elle dit en gros qu'elle veut... Pendant 2 ans qu'a duré cette guerre à Gaza, et que ce mensonge-là émane de la propagande islamiste et de la propagande islamo-gauchiste, à un mensonge continuel pendant 2 ans qu'a duré cette guerre à Gaza, et que ce mensonge-là... C'est bien, elle dit pas ce conflit israélo-palestinien, elle dit la guerre à Gaza, parce qu'effectivement, c'est une guerre qu'on a faite à une ville... sans armée en face. Hein. De la propagande islamiste et de la propagande islamo-gauchiste, et que c'est à nous, en fait, de rétablir la vérité des faits et l'authenticité de ce qui s'est réellement produit. Ah bah tu vas pour essayer de rétablir l'authenticité des faits, cousine, tu vas morfler. Hein. Il va falloir authentifier à fond là. Là tu vas voir, ça va être tous les trucs de vérification, tu sais, qu'on fait là. Voilà, je vous ai envoyé un code par SMS. Là, crois-moi, là, le code par SMS, tu vas en recevoir 20 et tu vas toujours pas t'authentifier. Je comprends pas, j'essaie d'authentifier la vérité sur Israël. Ouais, renvoie le code. Voilà, clique sur les feux rouges sur cette photo. Ouais, ok. Est-ce que vous êtes humaine? Ouais, ok. Non, renvoyez un code SMS. On vous a appelé, donnez-nous le code. Tu vois, ça va pas. Ça va pas marcher. Khalil, ça fait trop plaisir de te voir. Profite bien de cette visite des ruines romaines de Tipaza en Algérie. Ça doit être magnifique. Envoie-nous ça sur le Discord, de voir ces petites photos. Ça fait plaisir. Ça me fume de savoir que De Villepin est islamo-gauchiste. C'est vous dire à quel point la fenêtre d'Overton est tombée. Elle a été... elle est tombée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fenêtre. Là. C'est vous dire. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se demander parfois, Caroline Yadan, pour quel pays elle bosse. J'arrête pas de me dire, mais imaginez une députée qui nous parle de l'Algérie à longueur d'intervention. Je pense qu'on lui dirait, mais changer de pays. Or là, personne n'ose.
Et c'est ça qui rend ouf. Encore une fois, ce 2 poids 2 mesures, il fait que de renforcer les fantasmes, la haine antisémite vis-à-vis de personnes de confession juive, etc., qui vont se dire mais putain, mais pourquoi eux, ils peuvent et dès que c'est des autres, c'est pas possible. Et ils comprennent pas que la lutte contre l'antisémitisme, qui devrait tous nous importer au même titre que toutes les formes de discrimination, elle passe notamment par l'idée d'essayer de mettre un peu plus d'égalité dans la façon dont on traite certains sujets, dans la façon où, quand certains décident de prendre des positions pour une force étrangère, peu importe le pays qui soit, on devrait être ferme et catégorique. Or là, il y a un pays qui fait exception, c'est Israël, avec ses députés, à l'époque c'était Meir Habib, maintenant c'est Caroline Yadan, qui ont décidé de se dire qu'ils étaient de la Knesset plus que de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui est flippant, de tout le temps parler en boucle de leur pays, de leur double nationalité. C'est comme si on avait des députés à l'Assemblée nationale qui ne parlaient que de l'Algérie. Chaque intervention, c'était l'Algérie. On veut faire une commission pour enquêter sur celles et ceux qui ont défoncé l'Algérie. En fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais... Et j'ai envie de te dire, limite, si j'extrapole, ça aurait été presque plus légitime qu'on ait ce type de député-là par rapport aux merdes que la France a fait en Algérie, et comment on a du mal à reconnaître tout ce qui s'est passé. Regarde là le scandale quand Apathy a juste dit qu'il y a eu plein d'ouradours sur glane en Algérie. Donc on voit qu'il y a une plaie qui est encore purulente et qui n'a pas été cicatrisée. Donc ça vaudrait le coup limite qu'on mette plus les pieds dans le plat. Mais là, franchement, c'est un truc de ouf. Là, et puis il faudrait décorréler Juifs et Israël, évidemment, parce que de mélanger, de rendre la frontière très floue, tu te retrouves avec des gars comme moi qui sont en train de critiquer le fait que l'espace médiatique a décidé de prendre les patins d'un gouvernement extérieur, d'un gouvernement étranger, à savoir le gouvernement israélien de Netanyahou, ou qu'on condamne, et que nous, notre appareil médiatique, pour la plupart, a du mal à le condamner, et ça se transforme en hâte antisémite. Et en fait, ce raccourci, il est insupportable, parce qu'en fait, tu brides la parole, tu brides la critique, et on n'est plus du tout dans une démocratie. Là, on est dans un régime autoritaire, quoi. Donc c'est vraiment fatigant. C'est très 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 fatigant. On enchaîne avec une petite vidéo d'une femme qui vote trop extrême droite et qui se fait trop accoster par des Noirs et des Arabes. Voilà, concrètement, on va écouter ce passage, il a beaucoup tourné. Je me fais accoster tous les 20 mètres. Tous les 20 mètres, on me fait des avances oppressantes. Et même si je montre une fausse bague pour faire croire que je suis mariée, eh ben, ils forcent quand même l'amitié avec moi. Ils marchent à côté de moi, ils me suivent. Mes oppresseurs ont tous la même tête, concrètement. Donc, c'est-à-dire à 80% de maghrébins, 20% de noirs. Je me suis jamais fait par un Français, jamais un blanc, jamais un asiatique. Et alors qu'est-ce qu'on devrait faire pour sortir de ça ? Marine Le Pen sait ce qu'il faut faire et j'ai confiance en ce qu'elle veut faire. Alors, disclaimer, évidemment que je ne nierai jamais l'oppression qu'une femme peut vivre au quotidien dans la rue. C'est un enfer. Voilà. Et en tant qu'homme, moi, je peux même pas le savoir. Le seul parallèle que j'ai pu faire, moi, c'était à l'époque où j'avais une notoriété qui était très télévisuelle, où j'avais l'impression que, tu sais, t'as tout le monde qui te regarde, qui parle, machin, ça te prend en photo, en scred et tout. Et là, je me disais, putain, c'est l'enfer, tu vois. Et c'est le seul parallèle que j'ai pu faire avec cette oppression-là. Mais sauf que là, c'était un cas d'exception parce qu'on n'a pas tous de la notoriété, etc. Mais alors, de juste être une femme et de te balader dans la rue et de savoir que pertinemment tu vas être accosté, regardé, ne serait-ce que même un regard, mais pire encore malheureusement, ça on peut pas le nier. Donc que cette femme ait subi cette oppression, ça il n'y a pas de débat là-dessus. Après avec Jules on a fait une analyse parce que vous connaissez, nous on est taquins. Et je veux bien que tu nous parles d'oppression qui sont majoritairement des Noirs et des Arabes, mais cousine, va falloir doser un petit peu. Parce que déjà, faut qu'elle croise un arabe ou un noir tous les 20 mètres. Non mais en fait, ça fait rire parce que t'es tellement contente de vouloir parler dans un micro que tu sors des trucs. Je croise un arabe et un noir tous les 20 mètres. Alors ok, tous les 20 mètres. Et que il faut que ce soit en plus un arabe et un noir agresseur sexuel, quoi, tu vois. Tous les 20 mètres.
Et dans l'hypothèse que ce soit un noir ou un arabe, il faut que ce soit un agresseur qui ait envie de l'agresser. Et tous les 20 mètres... Alors, on va faire un calcul à la con. C'est-à-dire que la go, elle est en train de nous dire que si un Parisien, en moyenne, marche entre 3,5 et 5 km par jour, donc elle va nous dire qu'il y a sur son chemin, tous les 20 mètres, ça fait... Sur 5 km, on va prendre, ça fait 5000 mètres. C'est-à-dire que sur son chemin, elle va croiser que des Noirs et des Arabes. Ça fait 250 Noirs et Arabes qui l'accostent par jour. Si la moitié des gens qu'elle croise sont noirs et arabes, ça fait 125, ce qui reste beaucoup. Alors, encore une fois, le fait qu'elle soit oppressée, agressée dans la rue, ça, c'est indéniable. Les statistiques, en plus, nous le prouvent. Mais cousine, dose sur les noirs et les arabes. Parce que ça fait quand même beaucoup. Et là, c'est un peu des chiffres rifiaques. Et vraiment, c'est justement jeter du discrédit, encore une fois, sur l'immigration. Et on va parler de tout ça dans le scale juste après, de gens qui font le lien entre immigration et agression dans la rue. C'est dans la catégorie 1000 menaces par minute d'Arthur, voilà. C'est vraiment dans les chiffres où tu veux juste... jeter l'opprobre sur une communauté, jeter l'opprobre du discrédit sur des gens que t'aimes pas, hop, tu gonfles les stats, cousine, doucement. Les agressions, non, on est ensemble. Par contre, le fantasme de dire je me fais agresser par quand même 250, enfin suivre, agresser verbalement ou autre, ou harceler par 250 noirs ou arabes, cousine, lève le pied. Allons, on passe au scan. Et c'est dit, Inch'Allah, ça passe. Hello YouTube, c'est la petite séquence YouTube. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous dire déjà merci pour la force que vous donnez sur tous les épisodes. On est passé de 92 à 79e podcast le plus écouté dans la catégorie humour sur Apple Podcast. Je sais pas où on en est sur Deezer et sur Spotify on n'apparaît pas. Alors je compte sur vous, si vous nous écoutez sur Spotify, de pas hésiter à mettre 5 étoiles, de donner un peu de force pour faire remonter le podcast CKR. Et puis bah, évidemment, si vous voulez soutenir, d'ailleurs, prochaine session de tournage de Tout le monde le sait, bête de retour, hein, merci encore. Ce sera annoncé dimanche 18h, il y aura le nouvel épisode. Ça y est, il est monté, il est prêt et franchement, il est trop gaulerie. Les intervenants sont encore plus surprenants, vous allez voir. Dans la street, on a trouvé des personnages. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à tlms.leshow@gmail.com tlms.leshow@gmail.com. Merci Léoxia pour ton sub, ça fait trop plaisir. Et oui, avec Amazon Prime, vous pouvez donner un sub gratuitement au compte Twitch que vous souhaitez. Si vous aimez chez Kevin Razi, bah allez-y, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va parler un petit peu là de Algérie versus France parce que ça n'arrête pas. Y a des gens qui sont en boucle dans les médias français sur l'Algérie. On dirait que, je sais pas, on dirait que l'Algérie a déporté, a envoyé des ogives nucléaires sur je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais depuis qu'ils ont décidé de s'émanciper et d'attaquer la France sur le fait qu'elle a commis l'irréparable pendant sa colonisation, qu'elle s'est comportée de façon, on pourrait le dire même génocidaire, or là, les Français, ils ne supportent pas le poids de cette culpabilité. Alors, on va revenir là-dessus. Après, quand tu vois des journalistes utiliser IFIAC, nous dit Andrea, bah t'apprends à parler comme ça vu que ça passe à la télé, d'où la loi CKR. Non, la loi CKR elle va être ultra importante, évidemment. La loi CKR, on vous l'a mis sur le Discord, je vous rappelle, c'est une loi qui va permettre d'éviter que sur les médias d'information, j'ai quand même resserré aux médias d'information dans un premier temps, d'éviter que des gens puissent sortir des infos, de les asséner de façon péremptoire, alors qu'ils n'ont pas de source. Donc ils ont 48 heures jour ouvrés pour s'excuser ou bien sourcer ce qu'ils viennent de dire. Et si ils ne le font pas, ils ont un blâme. Au bout du deuxième blâme, ils sont suspendus 12 mois d'antenne. Et au bout d'une récidive, s'ils ont déjà été, en plus de ça, toqués ou bien qu'ils ont déjà reçu des plaintes pour incitation à la haine ou autre, comme Zemmour, multicondamné, alors là, la suspension est définitive. Parce que je pense que
tu as le droit à la liberté d'expression, c'est important, mais la liberté d'expression en France, elle est limitée à un cadre. Et si tu fais de la diffamation, tu dégages. Comme ça forcera les journalistes, ça forcera les journalistes, les éditorialistes, les essayistes, les politistes, tous les istes, à hausser leur niveau de jeu, hausser leur honnêteté intellectuelle et aller sur des débats qu'ils maîtrisent. Donc, ils vont devoir travailler leur sujet. Et je pense que c'est super important d'avoir des gens, notamment du Rassemblement national, parce que c'est pas les meilleurs en chiffres. Les droitards ont du mal avec ça. Ils manipulent les chiffres, ils sortent tout le monde le sait, mais on le voit bien, etc. On va pouvoir éviter l'émotion sur les chaînes d'infos parce que ça a une responsabilité vis-à-vis des gens qui écoutent et qui sont pas outillés pour analyser les phrases. Nous ici, on essaie un peu de le faire. À mon petit niveau, j'essaie de vous apprendre 2-3 tricks quand on utilise le conditionnel, comme la technique Caroline Forest pour discréditer quelqu'un. Il semblerait que Rima Hassan serait proche de gens qui étaient proches du régime algérien. Bon bah voilà, avec une phrase comme ça, on ne dit rien, mais on jette un soupçon autour de Rima Hassan, alors qu'elle a dit serait. Donc c'est du conditionnel, on n'est pas sûr. Proche, ok. Proche de qui? Proche, ça veut tout dire et rien dire. Proche, ça veut dire on t'a vu, vous étiez à un même événement, ou alors vous mangez ensemble régulièrement, vous êtes des srabs tard les fous. Proche de gens qui seraient proches. Donc déjà, la filiation, vous avez vu, elle prend déjà un autre cran. Proche de gens qui seraient proches du régime algérien et pas du gouvernement algérien. Quand on dit régime, on renvoie à quelque chose d'autocratique, on renvoie à quelque chose de dictatorial, donc du régime algérien pour jeter le discrédit sur l'Algérie, pour bien rappeler que selon ta perception des choses, l'Algérie est surtout une dictature autocratique et de bien enfoncer le clou là-dessus. Et là, d'un coup, on a dans la tête des gens, Rima Hassan est proche du régime algérien. Et un régime qui est pas bien, parce qu'on appelle ça un régime et pas un gouvernement. Donc vraiment, il faut faire super attention pour ne pas... racisme charnel, ça passe, je te jure. Pour ne pas se faire avoir, c'est ce qu'on essaye de faire ici. C'est pour ça aussi que je reprends mes études. Et je vais relancer d'ailleurs la dame pour ma VAE, parce que j'aimerais faire un master infocom, parcours médias, culture, société, et qui va me permettre, je l'espère, ensuite pouvoir faire un doctorat en sociologie des médias afin de pouvoir avoir plus d'armes à vous donner, tu vois, d'être encore plus fort intellectuellement pour pouvoir vous apprendre encore plus de choses, de les vulgariser à ma façon. Je garderai toujours mon podcast, quoi qu'il arrive. C'est clair, ça restera là. Que je sois docteur, que je sois député, que je sois césarisé pour mes futurs films, mon podcast, il me tient à cœur. Mais c'est un doctorat charnel, exactement. Un docteur ministre de la Culture, c'est stylé en vrai. Bah ouais, pourquoi pas. J'ai habité à Tambouille, je suis proche de Gérard Larcher. Donc voilà. Alors pour tout le reste, Clovin, je sais pas, là, moi j'avoue, j'ai donné ça. J'ai demandé à la dame qui s'occupe de ça, elle m'a dit que c'était possible, elle revient vers moi en octobre. On est le 28 octobre, je vais lui envoyer un message. On enchaîne. Allez, on va regarder tout de suite Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il nous a dit, lui, encore, sur l'Algérie? Tu nous emmerdes, le Z, tu nous emmerdes. Tu n'es pas censé parler comme ça, hein, aussi souvent dans l'espace public. La enquête va très vite et vraiment, je veux dire mon admiration et mes félicitations aux policiers qui sont autrement plus efficace que la sécurité du Louvre. Ah oui, donc là, il parle des gens qui... Ah, mais on l'avait vu cette vidéo, mais c'est pas grave, on va la revoir. Des suspects qui ont été arrêtés dans le cadre du vol au Louvre. Mais une fois qu'on a dit cela, il faut essayer de tirer la première analyse de ce vol de bijoux. Vous avez dit vous-même, l'un des suspects arrêtés était un Algérien qui partait en Algérie. L'autre était un Malien. C'est pas encore confirmé, mais ça fait. Il y a des sources qui le disent. Vous savez, pendant la campagne présidentielle. Il lui s'en fout de la précaution. Hein. Il y a des sources qui le disent. Non, vous savez, j'en ai rien à foutre parce que moi, j'ai construit tout mon argument autour de ça, donc vous n'allez pas m'arrêter. J'avais étonné certaines personnes et même certains parmi mon entourage quand je parlais de djihad du quotidien. Eh ben, vous voyez, ce week-end, c'est exactement la preuve de ce que je vous dis. On pille les trésors de la France. On tue, c'est le procès de la Algérienne qui a violé et massacré la petite Lola. Je ne parle pas des trafiquants de drogue. Il a dit Allahu Akbar en montant sur le banc de charge.
Je ne vous parle pas des harcèlements sexuels dans le métro. Attendez, c'était tout ça, c'est des pillages, des vols, des viols, tout ce que fait une armée d'occupation. C'est exactement la même chose. Vous mettez tout ça sur le même plan. Pour moi, je mets tout ça sur le même plan. Les vols des bijoux. Évidemment qu'il y a une hiérarchie entre le meurtre et un vol. Évidemment, entre un harcèlement et un viol. Entre un vol de téléphone portable, qui va lui aussi en Algérie. Ah ouais, donc il a tout mélangé. Voilà, donc armée d'occupation pour lui, c'est pas la guerre d'Algérie, c'est pas la France qui occupait l'Algérie. Non. L'occupation pour lui, c'est ça quoi. C'est 3 trucs décorrélés. Eh ben ça c'est une armée d'occupation. Bah, super. Et on le laisse parler et on l'invite C'est-à-dire que normalement là tu devrais dire bon allez coup d'arrêt, c'est la fois de trop, c'est la 6e ou 7e fois de trop. On arrête d'inviter cet individu qui ne représente rien. Je rappelle qu'il n'a aucun député dans l'hémicycle. Son parti n'a aucun député dans l'hémicycle. Il n'a aucun poids politique. Il ne représente que sa personne. Et c'est parce qu'il a sorti un énième livre, un énième torche-cul, qu'on continue de l'inviter. C'est juste sur cette base-là. Parce qu'on aime la polémique. Et parce que la polémique, elle va dans le bon sens. C'est-à-dire dans le sens de l'extrême droite. Montrez-moi quelqu'un d'extrême gauche, qui n'a pas de poids politique et qui a invité dans toutes les émissions à chaque fois qu'il sort un livre. Allez-y. Voilà, il n'y en a pas, donc fin du décompte. Qu'est-ce que ça nous dit là, Elisabeth Lévy, Elisabeth Haute-Vie, je dirais. Richard Millet qui déclare on peut parler d'une armée d'occupation d'Algérie. Ah oui, bah, évidemment, ils reprennent tous ce terme. Et Elisabeth Lévy qui dit... Écoutez, regardez ce qu'elle dit. Bon, Richard Millet, est-ce que vous partagez cette analyse armée d'occupation? Nolo Onfray, j'ai dit de gauche. le gars, j'ai dit gauche, il me dit bah Nolo ou Onfray. Oh, purée de pommes de terre. Ah là 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 là, purée. Ah, c'était meilleure vanne. Meilleure vanne en tout cas. Merci beaucoup pour ce... Allez, on écoute tout de suite ce passage. Si je dis oui, je vais tomber sous le coup du modérateur que vous êtes, donc je ne peux pas reprendre cette expression. Non, mais la parole est libre. Bon. Oui, ils sont assis à gauche de Zemmour, c'est tout. Il y a effectivement comment dirais-je, c'est tous les jours qu'on voit des choses de ce genre, c'est tous les jours, donc on peut parler effectivement d'armée d'occupation. Mais pourquoi on peut... Parce que tu vois un truc tous les jours, c'est une armée. Non mais frère. Je veux dire par là qu'à partir du moment, il y a quelque chose qui me frappe et que peu de gens se rappellent. C'est le discours de Boumedienne à l'ONU en 1974. Nous gagnerons par les ventres de nos femmes. Et il me semble par exemple que le fait de ne pas vouloir récupérer les OQTF, l'Algérie effectivement laisse chez nous une partie de cette armée d'occupation. Ah oui, bonne ref, boum, moi aussi je l'ai, Royce the 5'9". Bon, là il y avait un Algérien qui, manifestement, alors il est de nationalité. Alors l'autre il te sort une phrase de 74 et il te dit ouais voilà c'est ça. Hein. Moi je pense à cette phrase qu'il a dit, on gagnera par les ventes, bah voilà. Et 30 ans après... Algérien, il est franco-algérien. Bon, manifestement, il souhaitait rentrer en Algérie, cette personne. Et il est franco-algérien, semble-t-il. On ne sait pas encore, hein, mais eux, ils savent mieux que nous. Hein. Franco-algérien, donc il est français, quoi. Il est arrêté à Roissy. Il y a quelques années, on en avait vu qui avait disparu dans une cité à Grenoble, hein, après avoir commis. Ils n'avaient même pas quitté le territoire. Non, je pense, on peut utiliser. Moi, je n'utiliserai pas le terme armée d'occupation, mais il y a. Attention, c'est le moment où Elisabeth Haute-Vie va sévir. Une contre-colonisation, on peut dire ça, c'est-à-dire un mouvement inverse de la colonisation avec un peuplement par d'anciens colonisés. On peut discuter des termes. Mais pourquoi Mais non, mais t'inventes un truc. Moi, je dirais qu'il y a une contre-colonisation par des anciens colonisés. Mais je dis ça, mais j'ai pas de source. Hein. Vraiment, voilà, chacun choisit son terme. Bah non, en fait. Non. Elisabeth Haute-Vie, là. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas affirmer un truc comme ça. Cette analyse, elle est tronquée. Non mais... L'incitation à la haine en raison de l'origine n'est pas une opinion, mais un délit passible d'1 an de prison. Article 24, alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881. Non mais... Le contre-Uno l'Algérie, ouais. C'était une contre-colonisation. Non mais frère...
Cousine, là. Non, mais non. Non. Non, mais je sais pas. Je crois qu'ils connaissent peut-être pas le concept de mondialisation, je te jure. Ils sont pas allés jusque-là à l'école, apparemment. Ils sont pas allés jusque-là, apparemment. Non, mais c'est une dinguerie. Et puis, tu sais, moi, il y a un truc qui me fait rire, là. Comment ils veulent trop parler des pseudo-prétendues origines, des prétendus suspects du vol du Louvre, et de montrer ça comme du banditisme de banlieue ou du banditisme d'immigrés, etc. Mais t'as envie de dire, chacal, les bijoux de la couronne. Tu crois qu'il y a qui peut se les offrir, les bijoux de la couronne? Tu crois que c'est qui, là, derrière, qui commande ça? Parce que tu crois que et si c'était des mecs de banlieue, issus d'immigration, qui ont fait le casse, ok? Tu crois que c'est qu'après, pour pouvoir se les mettre chez eux? Tiens, je vais mettre le petit diadème de génie, là. On fait un TikTok, j'ai mis le diadème de génie. Fais un TikTok. Tu crois vraiment que les gars, ils ont pris ça pour eux? Ah, moi, j'ai toujours aimé les joyaux de la couronne. Ah, frère, moi, j'ai toujours aimé les joyaux de la couronne. Donc là, je suis content, tu vois. Moi, avec mon petit survêt Barça, je mets mon petit joyau de la couronne, je suis me lait. Non, mais vous vous rendez bien compte que s'il y a des gens qui vont voler des bijoux comme ceux-là, parce que pour moi, pour aller les revendre, je sais pas comment tu fais. Moi, demain, je tombe sur des joyaux de la couronne. Si je veux les revendre, je vais aller chez Cash Converter et ils vont me dire bon, c'est pas mal, 95,77 €. Et je vais dire ok. Donc, en fait, les gens qui commandent ça, chacal, mais c'est des putains d'ultra riches. Des gens qui sont prêts à mettre des 20, des 30, des 50 millions, des 100 millions d'euros sur la table, c'est des putains d'ultra riches que vous fréquentez, qui font partie d'élite. Alors, de l'équivalent de l'élite, mais dans des pays étrangers potentiellement, mais c'est des putains d'ultra riches. Arrêtez de croire que c'est un truc de cassos, issus de l'immigration, qui sont là pour voler les joyaux de la couronne. Bah oui, c'est grave, c'est bien connu, les joyaux de la couronne, ça se retrouve au marché Clignancourt. Non mais vraiment, c'est une dinguerie de croire que c'est une affaire d'immigration de pauvres, de délinquants. Non, eux, c'est les petites mains qui sont allées potentiellement... Et encore, on dit ça, on n'en sait rien pour l'instant, mais si ça avait été le cas, ça aurait été des petites mains qui ont fait ça au service de putains de gros portefeuilles, parce que pour t'acheter les joyaux de la couronne, faut y aller, chacal. Vraiment, et pour avoir l'idée de lâcher des millions d'euros pour un truc que tu exposeras jamais, mais juste pour chez Watt, faut que tu sois un putain de blindé de l'élite. T'as ça, de la vraie élite. Donc arrête de nous... C'est un truc de ouf, quoi. Arrêtez à chaque fois de nous dire « Ouais, regardez ce qu'ils ont fait, c'est scandaleux. » Bah parle à tes gars, parle à tes potes de l'élite qui se permettent, qui ont l'impression que parce qu'ils sont blindés, ils peuvent acheter le monde entier et qu'il n'y a aucune limite. C'est plutôt ça qu'il faut questionner, chacal. Vraiment. Je n'attends rien de l'Algérie, un pays qui est complètement obsédé par la haine, il n'y a pas d'autre mot, la haine de son passé juif. Regardez ce que fait le Maroc, à côté. Le Maroc, le roi du Maroc, encense ce passé juif en disant c'est une part de notre passé. Là, ça vous étonne que la synagogue, mais toutes les synagogues, elles sont devenues des mosquées. Les synagogues, enfin, il n'y a rien, je demande juste, moi je demande même pas qu'ils entretiennent les bâtiments, qu'ils entretiennent juste les tombes. On a quand même en partage avec les sociétés musulmanes et avec cette tradition quand même d'Algérie, on a le respect des tombes. Alors, depuis l'accord de 2022 que le président de la République est allé négocier à Alger, c'est maintenant à la fois notre gouvernement et le gouvernement algérien qui ont la responsabilité de la pérennité des tombes en Algérie. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc ça vous étonne? Moi, ça m'étonne pas. Moi, ça m'étonne pas. Manishtana, ok, Manishtana. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire, en Algérie, vous imaginez, un musée avec la place du judaïsme dans l'histoire d'Algérie? Alors, s'il y a ça, croyez-moi, c'est que le Messie est pas loin. Oh là 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 là. Tu veux qu'on parle de quoi? De comment ils ont Je n'attends rien de comment les Algériens de confession juive à Constantine, ils ont fait en sorte que les Français puissent prendre cette citadelle qui était imprenable en collaborant? C'est ça que tu veux peut-être préciser? T'imagines un Allemand dire ça au sujet de 39-45? Non mais je te jure. Ah non mais ça sera une autre vidéo. Non mais attends, en plus d'ailleurs, parce que j'ai une vidéo là, je sais pas s'il me l'a mise. Mais regardez ce qu'il a dit là, l'autre. Comment il s'appelle? Non mais notre ami Enrico. Vraiment, dans la négation la plus complète.
Alors attends, Enrico, il est où? Enrico qui nous raconte n'importe quoi. Enrico, il faut les dégommer. Alors attends, dégommer, on va voir ce qu'il nous a sorti encore une fois, la huisse. Pipapoum, pipaf, pif, paf, poum. Papapam. Hop, alors tac. Papaf, pif, poum, pam. Pif, paf, pouf. Tam, tam, toum. Ah, voilà. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi comment il décrit un acte de collaboration en appelant ça de la résistance. Quand il y a eu la colonisation française, en 1830, l'Algérie a été conquise par la France, mais pas Constantine. Constantine a résisté pendant 7 ans aux Français. Pourquoi? Parce que c'est une ville imprenable. C'est une citadelle, des abîmes. Personne ne peut envahir Constantine. Mais on était tellement malheureux, on était tellement contents que les Français viennent à Constantine qu'on a fait de la résistance pour les Français, de façon à ce qu'ils prennent facilement Constantine. On a fait de la résistance, quoi. Mais Chacal, c'est pas ça de la résistance. Est-ce que quelqu'un peut lui dire c'est pas ça la résistance? C'est comme si le gars te disait, mais clairement, c'est comme si le gars te disait, quand les Allemands sont arrivés en France, ils n'ont pas réussi à prendre Paris. Nous, comme on était malheureux à Paris, alors on a fait de la résistance pour que les Allemands ils prennent Paris. Mais c'était de la résistance à l'envahisseur, pour aider l'envahisseur. Ben c'est pas de la résistance, mais tu es en train de nous rebasser. DJ Khaled, de Remix, le mec il nous a réinventé, c'est de la résistance charnelle. Là c'est la résistance charnelle, ça ne marche pas, Chacal. Une force étrangère qui arrive dans un pays, si tu l'aides, tu as collaboré. C'est tout. Que tu sois heureux, malheureux, c'est de la collaboration. En plus, t'as vu comment il raconte ça? Parce qu'on était malheureux. Mais tu sais, malheureux, tu me dis parce qu'on était persécutés, parce que on était emprisonnés, parce que c'était insoutenable, parce qu'on était malheureux. Limite, t'as envie de dire... putain, genre vraiment... bah, c'est quoi malheureux? Qu'est-ce qui... Parce que... non, t'es malheureux, tu vois. Pas de place de parking. Les places en crèche, c'était une galère à chaque fois. Non, on était malheureux, voilà. Une résistance pour l'envahisseur. Non, mais c'est royal ce qu'il a dit quand même. J'ai vu un cambrioleur mesquin, il n'arrivait pas à rentrer chez mon voisin. Heureusement, j'avais une clé. Bah, merci, Jules, d'avoir fait la résistance. La résistance face au... La résistance face au... pour le voleur. Non, mais n'importe quoi. Purée de pommes de terre. Il est fatigué, là. Vraiment, il est fatigué. Vraiment, dans la résistance, quoi. Non, mais frère, comment tu peux balancer ça? Non, mais j'aimerais savoir exactement la raison pour laquelle ils ont aidé, parce que moi je veux bien que tu me dises qu'il y avait de la persécution, des trucs comme ça. Eux ils ont vu la France comme des libérateurs de leurs conditions, mais là que tu me dises on était malheureux et qu'on a fait de la résistance pour aider les Français à... Non, c'est de la collaboration, faut dire les termes encore une fois. Non mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre toujours autour de l'Algérie? Ah bah là c'est Philippe de Tabarot, le ministre des Transports, qui assume au sujet des colonisations. Super, merci beaucoup Tabarot, qui vient de remettre
de l'huile sur le feu, bêtement. Hein. Vous savez, la France ne veut pas reconnaître. Hein. On a du mal, hein. Quand je dis la France, c'est la France d'un point de vue diplomatique, a du mal à s'excuser, ne veut pas s'excuser de ce qui s'est passé en Algérie. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui le dit dans les commentaires sur X, Béranger, qui dit « T'imagines un Allemand dire ça au sujet de 39-45 ?» Mais oui, c'est ça. Mais Staé qui dit « Mais comment le ministre des Transports se retrouve à parler d'autre chose que des transports ? Genre, ferme ta gueule et gère les transports. » Genre, ouais, en fait. Qu'est-ce que Pourquoi est-ce qu'il peut citer un livre de Boualem Sansal ? Ça va être ma question à tous les droitards qui nous cassent les pieds avec Boualem Sansal. Citez-nous un livre que vous avez lu de Boualem Sansal. Le macro... le macro de la laïcité, Non mais sérieux. Haken qui dit Normal, son père était l'un des fondateurs de l'OAS à Oran, la branche la plus meurtrière de cette organisation clandestine. L'OAS, en 61, visait à saboter les négociations d'Évian et maintenir l'Algérie sous domination française par des attentats, assassinats et sabotages. Et oui, parce que Philippe Tabarot, ministre des Transports, qui décide de parler de l'Algérie, pourquoi il est dur comme ça ? Parce que c'est le fils de Robert Tabarot, et dans le chat, il y en a qui l'avaient déjà anticipé. Robert Tabarot, qui, dès 1955, en réaction aux attentats du FLN, fonde un groupe armé contre-terroriste avec Athanase Georgopoulos. Il est l'un des membres fondateurs du Front Algérie française en juin 1960, sur la base du dit FNF avec le conseiller général Guy Villeneuve, Gabi Conessa et Yves Santini, lui aussi conseiller général d'Oran, qui devint le porte-parole du gouvernement. Et donc, on se rend compte que oui, effectivement, les gars... Ah, bah il a été élevé à la bonne enseigne. Et tiens donc, Philippe Tabarot, il aime bien l'Algérie. Le clan Tabarot, promoteur de la nostalgie de l'Algérie coloniale. Promoteur, je vous montre ça, c'est génial. Le clan Tabarot, promoteur de la nostalgie de l'Algérie coloniale. Nostalgie, bah ouais, c'était bien. C'était trop bien quand on pouvait, tu sais, leur foutre des coups de GGN pour les électrocuter, les torturer, les violer, les enfumer. Oh là là, comment c'était trop bien d'obliger les femmes à enlever le voile, de devoir les forcer à apprendre notre langue. Putain, la bonne époque, merde, ça nous manque. Et Mo City qui nous dit sur X, c'est bien d'évoquer l'Algérie parce que ça permet surtout de ne pas parler du quotidien chaotique des Français. Lui, il aime Sardou au moins, ça c'est clair. Le problème de la France est de ne pas avoir digéré, en fait, d'avoir eu une occupation violente en Algérie. La colonisation est violente encore aujourd'hui dans le monde, hein, regardez en Palestine. Et regardez ce qu'en dit Jean-Michel Apathy. Étonnant, non ? Parce qu'il semblerait que sur Oradour ou sur Glane, vous allez voir, Bugeaud a fait enfermer des femmes, des hommes et des enfants. Ça c'est en 2020 qui parlait de la guerre d'Algérie. Combattant ou pas, dans des grottes, le feu devant la grotte et tout le monde meurt asphyxié. Bugeaud a inventé, alors Napoléon avait un peu fait ça en Espagne, enfin il a inventé les chambres à gaz. Et il a une rue, un problème. Et vous avez interpellé d'ailleurs la maire de Paris, tous les candidats à la mairie de Paris. Personne ne répond et tout le monde s'en fout. Personne ne répond. Très bien. Mais Bugeaud, quand même, parce que, par exemple, on peut dire de Colbert, moi je ne le dis pas, hein, on peut dire de Colbert qu'il y a un anachronisme, on revisite ça avec nos valeurs d'aujourd'hui, patati patata. Mais Bugeaud, il fait ça en 1845, en Algérie, c'est la fin de la conquête d'Algérie. C'est une conquête qui a été terriblement sanglante. On a brûlé des villages, on a tué des gens, c'est une épouvante. On n'en parle pas beaucoup. Hein. Bugeaud, il raffine un peu, il enferme les gens dans les grottes. À l'époque, débat à la Chambre. Le maréchal Soult, qui est ministre de la Défense, se désolidarise de Bugeaud. Il y a des articles dans la presse française et européenne. Tout le monde est scandalisé. Et puis en 1865, c'est le Second Empire, on lui donne une avenue. On réaménage la place Dauphine, on creuse l'avenue Bugeaud qui va rallier la place Victor Hugo et l'avenue... Dans le 16e arrondissement de Paris. Et on lui donne le nom de Bugeaud. Bon. C'est le Second Empire qui fait ça parce qu'il y a des solidarités militaires. Mais la mairie de Paris aujourd'hui, elle ne pourrait pas regarder cette histoire. Bugeaud est un salopard. Il a inventé les chambres à gaz. Et il a une avenue à Paris. Eh bien, vous dites ça, mais tout le monde s'en fout. Ouais, c'est clair. Bien sûr que ça suscite de la colère. Alors que Monerville, il n'a rien à Paris. Et chez les gens qui sont les descendants de toute cette histoire douloureuse. Parce qu'aujourd'hui, le visage que nous montrons, c'est le visage d'un égoïsme total.
c'est du passé, allez vous faire voir. Les vainqueurs ont écrit l'histoire. Mais quand les vaincus, aujourd'hui, demandent aux vainqueurs comment vous avez écrit l'histoire, on ne peut pas leur dire d'aller se faire voir. Il faut être capable de leur répondre. Et sur Bugeaud, on pourrait parler d'autres personnages, mais sur Bugeaud, personne n'a de réponse. C'est important de le rappeler, de le souligner. Je suis assez raccord. C'est important là-dessus. Pour le coup, Apathy est très basé. Et il le redit encore même là en mars. Il le redit en mars 2025 sur ce qu'a fait l'Algérie. Et vous avez vu le tollé que ça a provoqué d'entendre la vérité. Hein. Je pense qu'un jour, la France reconnaîtra qu'elle a commis des crimes de guerre, de masse, contre l'humanité. Je n'ai pas la compétence juridique pour le qualifier en Algérie. Je pense qu'elle devra le reconnaître pour pacifier son rapport avec l'Algérie. Et je pense aussi que la France doit faire le ménage. Je suis stupéfait de voir encore aujourd'hui, 2025, que le général Lamoricière et que les historiens définissent, le plus grand historien de cette histoire s'appelle Charles-André Julien. Il dit que le général Lamoricière était le plus inhumain de tous les officiers français. Il y a à Paris une école élémentaire à Lamoricière. S'il y avait une école Rudolf Hess à Berlin, je pense qu'on en parlerait. Est-ce que nous n'avons pas la conscience... À Marseille, on a débaptisé une école Bugeaud d'ailleurs. Ouais. À Marseille, à Brest. C'est vrai. Absolument. Ouais. Et à Paris, on a débaptisé l'avenue Bugeaud. Bah, ça c'est bien. Bugeaud, parce que vous avez dit, Bugeaud est un salopard, il a inventé les chambres à gaz et il a une avenue à Paris. Oui, bien sûr. C'était l'enfumade, c'est la pratique de Bugeaud. Ça consistait, quand la population civile se réfugiait dans des grottes, d'obstruer les grottes et d'envoyer la fumée et des feux. Il dit les termes en direct de la station thermale et personne ne le censure. C'est pas normal, je suis parano. Ça, c'est un white privilège qu'on n'a pas. Hein. Ça, c'est sûr. Et je voudrais signaler que France Télévisions a déprogrammé un documentaire remarquable de Claire Billet qui rapporte, qui révèle qu'entre 1958, 1959 et 1960, la France a gazé des Algériens dans des grottes avec des gaz chimiques, alors même, ce sont des appelés qui ont fait ça. L'armée française a été inhumaine jusqu'au bout en Algérie, jusqu'en 1962. Ce sont des appelés qui ont fait ça. Même pas des militaires de carrière. Pourquoi ce documentaire a été décommandé ? À votre avis ? Je te jure. Et oui, et si t'es une femme blanche, tu es coupé. Oui, par contre, là, ça, sauf si tu vas dans le sens inverse et que tu dis que c'est bon, il faut arrêter avec la culpabilité, là, t'inquiète pas, tapis rouge, on bloque tous les autres micros, on bloque la pub, tu peux y aller. Hein. C'est ouf, hein. Franchement, c'est dingue. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu vois comment Enrico, lui, te dit « Ouais, non, mais t'as vu, nous, machin, c'était de la... » Le mec, j'arrive pas à m'en remettre, il décrit un acte de collaboration en appelant ça de la résistance. Non mais... Et pour terminer, petite vidéo de Gisèle Halimi qui remet les points sur les i à Enrico Macias, tiens. God bless. On regarde tout de suite ce passage. Il a le seum. Merci et hommage à Gisèle Halimi. Il a le seum, putain. Il a le seum. C'était quelqu'un, Gisèle. Il s'est fait moucher. Il était déjà nul à chier, tu vois. Franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Bref. Il y a un message de Perle pour finir qui dit... qui dit quoi ? J'ai croisé des Français venus retrouver les racines de leur enfance. Leur émotion était immense. Larmes, sourires, souvenirs. Ils m'ont dit être agréablement surpris par l'Algérie aujourd'hui, loin des clichés et fantasmes véhiculés. L'Algérie est vivante et accueillante, fierté. Écoutez, ma foi, je vais conclure avec mon impression de l'Algérie. J'ai eu la chance d'y aller avec Dr H en novembre 2023, du 29 octobre au 5 novembre 2023, je crois au 6 ou 7, je sais plus. On a fait Constantine, Alger, Oran et Tlemcen dans le cadre de conférences autour de notre livre sur les fake news. Et honnêtement, c'est là-bas qu'est né le mouvement de l'avant-garde, même si on va changer le blaze. Il est né à Alger le 5 novembre. Il y avait une telle aura là-bas. Évidemment, il y a plein de, comme partout, de défauts.
politiquement notamment, j'entends. Et ce que j'ai adoré, c'est de voir à quel point les Algériens étaient lucides sur leurs conditions. Tu vois, ils n'étaient pas dans un patriotisme comme on pourrait l'avoir avec les potes qu'on a ici en France, qui dès qu'on on vanne, machin, etc. Ils sont là, c'est bon, lâchez l'affaire avec le drapeau, machin. Là. Et c'est vrai qu'on les a saoulés avec cette histoire de drapeau algérien qui est partout, parce qu'on a l'impression qu'ils sont ultra patriotes, etc. Mais, et qu'on pouvait pas vanner à l'époque, Bouteflika et tout. Mais en fait, ils sont très lucides sur leurs conditions, sur leur politique. Mais juste, le pays m'a fait un bien fou parce que la gamberge de chaque personne que j'ai pu rencontrer, ils étaient ultra basés en politique française, pour te dire, bien plus que certains Français. Et vraiment, ça m'a fait un bien fou et ça a eu un impact non négligeable parce que ça a été les prémices de CKR. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est post-7 octobre 2023. On arrive à la fin du mois d'octobre, on arrive en Algérie et là, on voit des drapeaux palestiniens partout. Et on a l'impression d'être un peu libéré en tant que Français, de se dire waouh, en France, on est sous une espèce de cloche médiatique qui a décidé de choisir un narratif et qui veut pas admettre que la riposte est asymétrique et que le tout n'a pas commencé le 7 octobre et que c'était pas la paix le 6 octobre. Et d'un coup, on peut parler librement, tu vois, et on se dit ah, putain, ça fait du bien. Et c'est de là que je me suis dit, mais il faut qu'on crée un mouvement qui puisse pousser cette pensée, tu vois, à travers de la production culturelle, scientifique, cet autre narratif, un narratif décolonial. Et quelques mois après notre retour d'Algérie, CKR verra le jour. Et ça va faire 2 ans maintenant, CKR. Et ça a été un bien fou. J'ai compris les fanons, j'ai compris les gens qui, quand ils sont passés en Algérie, ont ressenti ce truc de liberté, de gens qui se disaient bah non, mais en fait, c'est le pays de celles et ceux qui veulent se soulever. Tu vois, les Black Panthers sont passés par là. Mandela avait un lien aussi. Castro avait un lien aussi avec l'Algérie. C'est vraiment le pays des gens qui se soulèvent contre l'oppression. Et c'est ce que j'ai ressenti en passant par là. Et plus que jamais, CKR est nourri de cette ambiance de vouloir dire et affirmer des choses qu'on n'entend pas dans les médias ou pas assez. Et surtout, lutter contre cette injonction à penser d'une façon et pas d'une autre. Et ça, c'est hors de question, on l'a trop fait et maintenant, on veut plus le faire. Donc, voilà. Mon take et ma conclusion sur l'Algérie. On passe tout de suite au no comment. Yeah. Au no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Moi non plus, hein. Vous pouvez mettre des emojis uniquement. Hop, je vais juste enlever ce truc-là. Je rajoute une vidéo pour demain. Je voulais la faire là, mais on la mettra demain. Ouais, ok, c'est bon. C'était sur Pascal Pro. Allez, no comment. Sur le chat, c'est bon, vous êtes prêts? Ah oui, ça y est, on est en emoji. Merci Red Dark d'avoir passé ça. Allez, on commence avec la première news. Plusieurs Camerounais qui manifestaient pacifiquement pour dénoncer les 43 ans de pouvoir de Paul Biya à la tête du pays ont été tués par la police. Un homme s'est introduit dans une mosquée de Peterborough au Royaume-Uni et a insulté les fidèles en qualifiant l'islam de culte de la mort. Et enfin, l'armée israélienne a fait voler un drone au-dessus des casques bleus de la FINUL, les forces intérimaires des Nations Unies au Liban, et a largué une grenade à proximité de leur patrouille. Selon la FINUL, un char israélien a également ouvert le feu dans leur direction. Ça va péter! Allez, on fait, pour finir, le petit miel qui va faire passer tout ça. Et là, c'est Manuel Bompard sur un montage de Glu Patate. Et là, il nous a fait plaisir. Manuel Bompard nous a fait plaisir. Il était sur le plateau des Grandes Gueules. Vous allez voir, c'est du petit lait. On regarde tout de suite.
que vous craignez la commission d'enquête sur les liens entre la France insoumise et l'islamisme et l'anti-islamisme. C'est une idée pathétique et ridicule de mon point de vue, mais je pense que ça risque d'être surtout un boomerang pour ceux qui l'ont engagé, puisque vous savez que c'est plus une commission d'enquête sur la France insoumise, puisque celle-ci a été retoquée, c'est une commission d'enquête générale sur les liens entre les formations politiques et des réseaux terroristes. Donc, puisque cette commission d'enquête va avoir le jour, j'espère qu'on pourra convoquer par exemple Monsieur Sarkozy, dont les liens avec la Libye sont assez avéré, y compris d'un point de vue judiciaire. J'espère peut-être qu'on pourra convoquer des dirigeants du Rassemblement National. Il semble que ce soit un ancien membre du Rassemblement National qui ait fourni les armes de l'attentat de l'Hypercacher, par exemple. Vous voyez, si on veut faire une commission d'enquête sur les liens entre les formations politiques et les réseaux terroristes, c'est pas à la France Insoumise que ça va faire du mal, parce qu'à la France Insoumise, il n'y a aucun lien avec des réseaux terroristes ou des réseaux islamistes ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas le cas de toutes les formations politiques. Merci. Donc je pense que c'est une idée ridicule, mais si elle voit le jour, je crains pour les autres que ça se retourne comme un boomerang. Ok. Oh oui, ce miel de Manouka qui nous fait plaisir. Chope-le, il a dit les termes en direct de la station thermale. Et ça fait trop plaisir. Et c'est la fin de notre petite... notre petit moment ensemble de Secker, le Secker, épisode 134. En tout cas, c'est un plaisir, un honneur, un privilège de pouvoir papoter avec vous. Je vous dis, je sais pas pourquoi j'ai mis la musique de Tout le monde le sait, voilà, je me suis fait un kiff. En tout cas, l'épisode de Tout le monde le sait sort dimanche 18h. J'espère que vous allez kiffer cet épisode. Continuez de donner de la force à l'autre et de nous soutenir comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez, pour qu'on puisse enfin en faire d'autres. Et je vous dis à demain matin. Tout simplement. Allez, ciao, ciao.